restitution qui est faite sur la base du salaire. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un montant qu'on doit prélever et en général, ce qui reste ne suffit pas à, comment dire, répondre aux charges et autres. Et souvent, ce genre de personne est obligé d'aller encore emprunter à côté et ça ne fait qu'augmenter. Le trou est toujours là. On ferme un trou pour ouvrir un autre, ainsi de suite. Et c'est vraiment pas bon, à mon avis. Mais j'ai mes oreilles toutes ouvertes pour voir si c'est vraiment ce que je suis censée comprendre. Merci. Merci beaucoup, Madame Nyonsia. Merci pour cette intervention. Vous voulez vous êtes tout pour comprendre davantage les contours de ce thème, les pièges du crédit sur salaire. OK, une autre intervention avant qu'on ne puisse lancer notre conférencier du jour. Une autre bonne volonté, s'il vous plaît. Une bonne volonté pour partager avec nous ses attentes, ce qu'il a compris du thème qu'il a intéressé et ce qu'il voudrait encore mieux comprendre. Il n'y a pas de bonne volonté. J'ai un grand frère ici, là. Monsieur. Oui. Là, vous avez levé la main, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Quand moi j'ai vu le thème, on parle des pièges qui se cachent derrière un crédit sur salaire. Bon, généralement, quand on travaille, on fait des crédits et on nous défaxe là un peu sur le salaire. Maintenant, quand on nous avance un thème pour dire qu'il y a des pièges cachés derrière cela, ça m'a un peu tiqué. Je n'y ai jamais pensé. Je me dis, il faut toujours faire des crédits une fois qu'on est salarié pour pouvoir faire des réalisations. Maintenant, s'il y a des pièges cachés derrière cela, je suis curieuse de savoir quels sont les pièges qui sont cachés dans ces genres de crédits. Voilà pourquoi je me suis connectée pour pouvoir mieux comprendre. Merci. Comprendre les pièges cachés dans le crédit sur salaire. C'est bien ça votre attente. Je pense que d'ici là, ces attentes seront comblées. Et je me tourne donc vers notre formateur du jour. Et il n'est pas, il est quelqu'un qui est connu de nous tous presque. Et peut-être c'est la première fois pour certains de le découvrir. Et je profite pour souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres qui, peut-être c'est aujourd'hui pour leur première fois, ils assistent à ces conférences. Nous sommes à notre 51e rencontre. Et soyez les bienvenus au milieu de nous. Sentez-vous à l'aise, posez des questions d'éclaircissement, participez activement pour ne pas partir sans rien comprendre. Alors, Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, Monsieur Kossi. Je suis persuadé, je suis sûr que vous êtes prêts pour les échanges d'aujourd'hui. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, nous vous laissons donc la parole pour la présentation de cette thématique. Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour faire des échanges. Et je rappelle que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir et que j'apprécierais également apprendre de vous et que nous puissions clôturer cette session-là en sortant tout gagnant. Alors, je voudrais vous renvoyer une première question. Est-ce que vous pensez qu'avance sur salaire, c'est un crédit sur salaire? Monsieur Pounalé, c'est ma première question avant de rentrer en jeu. D'accord, chers participants, vous avez écouté la question. Est-ce que avance sur salaire est égal à crédit sur salaire? Que pensez-vous de cela? Des réactions? Est-ce que le crédit sur salaire est égal à avance sur salaire? S'il vous plaît, réagissez. Ou bien je désigne des gens. Oui, monsieur Selom. Ok, merci beaucoup. Pour moi, avance sur salaire, c'est une facilité de caisse qu'on peut donner à quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, qui tombe sur un compte régulièrement chaque mois, mais qui est payable sur juste un mois. Donc, tu le prends ce mois-ci, le mois prochain, tu paies. Sauf s'il y a eu des négociations au sein du service qui peut l'allonger à 2 mois ou bien 3 mois maximum. Mais le crédit sur salaire, c'est également un crédit, une facilité qu'on te donne. Mais là, tu paies des intérêts sur ça et ça peut prendre une longue période. On peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, selon les conditions de crédit de l'institution. Donc voilà, à mon niveau, comment j'explique avance sur salaire et crédit sur salaire. Est-ce qu'on peut avoir une D'accord, merci beaucoup. Oui, juste un autre intervenant, s'il vous plaît. Est-ce que crédit sur salaire égale avance sur salaire? Oui, c'est Dadjerimé. Oui, vous avez la parole, monsieur Dadjerimé. D'accord. Je vous remercie pour la parole. Selon moi, avance sur salaire, bon, on peut dire que c'est un emprunt que ton employeur te fait une partie de ton salaire avant la date normale. Par exemple, on peut dire si tu gagnes au moins, disons, 100 000 par mois. Maintenant, à la fin du mois, ton employeur te donne 30 000. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu reçois 70 000 comme ton salaire. Donc, les 30 000 restants, c'est comment dire ça? Ça avance sur salaire que tu as payé chez ton employeur. Pourtant, crédit sur salaire, on peut dire que c'est une banque ou une institution financière, pas ton employeur quand même, qui te fait ce prêt-là. À la fin, il y a les intérêts et les frais, remboursement étalé sur plusieurs mois. Ton salaire sert à garantir. Bon, c'est ce que je peux dire sur avance sur salaire et crédit sur salaire. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Il y a madame qui a levé la main. Et je suis. Allô, je ne vous reçois plus. Hein. Je peux parler? Oui, allez-y, madame. Bonsoir à tout le monde. Merci pour ces moments de partage. Je vais aller dans le même sens que mon précédent. À la seule différence que, selon ma compréhension, crédit sur salaire
ce n'est pas forcément l'employeur qui octroie ça. Ça peut être une banque, ça peut être un microfinance, ça peut être une institution financière. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet ou bien, je suppose, je prends le cas des études. J'aimerais continuer, par exemple, faire un doctorat et que je suis quand même employé, je fais crédit sur salaire pour pouvoir financer ces études-là. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas mon employeur qui m'avance le crédit, mais du fait que je sois dans un emploi qui fait que j'ai un salaire chaque fin du mois, on peut m'octroyer ce prêt-là pour pouvoir financer mes études. C'est ma compréhension. Merci beaucoup. Allô? Oui, monsieur, Madame Gladys, vous allez. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Merci, Michel. merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Je tiens à remercier les contributions par rapport à cette question. Effectivement, c'est important de comprendre cette notion-là parce que le thème clair, ce qu'on comprend, ce qui se fait, le crédit, ce n'est pas forcément l'employeur qui le donne. Une institution financière externe à l'entreprise peut te le donner. Et tu rembourses avec intérêt. Contrairement à l'avance sur salaire, et tu ne rembourses pas avec intérêt. Mais ils ont les mêmes caractéristiques. Le crédit, en fait, c'est de l'argent que tu prends et que tu dois rembourser. Le salaire, même si tu ne vois pas que tu rembourses, si tu dois être payé à 100 000 francs, et que tu fais une avance de 20 000 francs, il te restera combien? 80 000 francs. Ça veut dire quand même que quand tu as reçu ton salaire de 100 000 francs là, tu as enlevé 20 000 francs pour rembourser quelqu'un. Même si ça se fait dans la même boîte, c'est un crédit, mais à taux zéro. C'est-à-dire, le taux d'intérêt sur cet argent-là est taux zéro. Les conditions pour obtenir ce crédit-là sont souples. On va rentrer en détail tout de suite pour voir. Et si nous convenons que le crédit, c'est de l'argent que je dois rembourser avec ou sans intérêt, on peut s'accorder là-dessus. On peut se retrouver facilement dans cette logique selon laquelle même le crédit, comment on dit, l'avance sur salaire, c'est un crédit en fait qui est à taux zéro. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux voies en fait. Quand on parle de crédit sur salaire, il y a deux voies qui s'offrent à nous en fait. La facilité et l'endettement. Donc, nous allons faire une exploration approfondie de ces deux voies-là, de ces deux chemins financiers qui s'offrent aux salariés. La tentation du crédit immédiat, la liberté de la discipline financière. Et c'est ce que nous dit l'affiche d'invitation pour cette conférence. Nous voyons crédit sur salaire qui est un sentier sombre avec des chaînes et avec des billets par terre qui ne sont pas vraiment en bon état. Et puis nous avons l'autre chemin qui est la discipline financière qui est un chemin beaucoup plus illuminé. Alors, nous allons essayer de comprendre que nous voulons dire par crédit sur salaire pour ceux qui peut-être n'ont pas encore fait de crédit sur salaire ou bien voudraient encore avoir plus d'éclaircissements. Si je veux lire, le crédit sur salaire, c'est un prêt à court terme accordé aux employés en fonction de leurs revenus mensuels réguliers.
Et ici, nous disons que l'argent est remboursé entre 48 et 24 et 48 heures. Nous avons d'autres options où les gens prennent du crédit du salaire sur plusieurs années. Les gens prennent du crédit du salaire, les gens vont jusqu'à 30 ans même de crédit sur salaire. Les gens vont à 10 ans de crédit sur salaire. Parce qu'il y a une certaine facilité pour avoir ce crédit-là lorsque tu présentes ton contrat à durée déterminée ou indéterminée et que ton salaire va arriver dans l'institution financière qui veut bien t'accompagner dans ton projet-là. Une fois qu'ils ont cette garantie-là, ils peuvent t'accorder le montant que tu veux. Et il y a des normes également à respecter. Le remboursement s'effectue directement par prélèvement sur le salaire. Et ce qui semble pratique, mais crée une dépendance automatique. Comment ça fonctionne? Donc vous demandez de l'argent à une institution financière. Des gens le font même pas forcément avec une institution financière. Et parce que les gens, l'institution, le prêteur a la garantie que vous avez une source d'entrée qui lui permettrait de rentrer en possession de son argent, il fait rapidement une approbation sans trop d'enquête approfondie. Et les fonds sont versés dans les délais que vous êtes accordés. Maintenant, chaque fin du mois, on doit veiller à ce que votre salaire passe par l'institution financière là. Quand ça arrive là, eux ils prélèvent automatiquement avant même que vous ne touchiez à cet argent-là. Et cette base-là, c'est facile pour vous de renouveler. Si vous prenez un crédit sur un mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, une fois que c'est fini, rapidement vous demandez encore, on vous l'accorde encore. Puisque la personne qui vous accorde, l'institution qui vous accorde, a cette garantie-là que ce sera remboursé, qu'à la fin du mois, il ne va pas courir derrière vous, ça va tomber et lui va prendre pour lui. Alors, il y a un aspect intéressant dans cette histoire de crédit du salaire. C'est que c'est irrésistible. Il y a des gens que nous avons côtoyés qui ont pris des crédits parce que leurs collègues au bureau ont pris des crédits. Parce que ça a un aspect séduisant. Vous obtenez les fonds rapidement. Vous pouvez même obtenir les fonds en moins de 24 heures. Ce n'est pas tout le temps en moins de 24 heures, hein, mais vous pouvez obtenir même en moins de 24 heures. C'est seulement que vous avoir les garanties nécessaires, c'est-à-dire votre contrat, virement sur salaire, virement dans l'institution, les facturations prêts, là, vous ne demandez pas. On vous accorde ça. Le processus est très simplifié. Le processus est très simplifié. Pour des crédits qui ne sont pas forcément sur salaire, on vous exige des garanties et des garanties. Mais le crédit sur salaire n'exige pas trop de complications, peu de documents requis, pas de justification détaillée de l'utilisation des fonds et autres. La personne, l'institution, sait qu'il y a possibilité de récupérer son argent. Donc, vous demandez, on vous l'offre. Accessibilité maximale. Aucune vérification de crédit est rigoureuse. Acceptation quasi garantie pour tous les salariés. Et le remboursement est automatique. Voilà un peu l'aspect attrayant, irrésistible. Parce que c'est de l'argent, je vais dire facile. C'est de l'argent facile. Tu veux, tu demandes, on te donne. Alors. Les dangers invisibles du crédit sur salaire, c'est que si par exemple, vous êtes payé à 100 000 francs par mois et que vous prenez un crédit de 300 000 francs que vous voulez rembourser sur 10 mois,
Donc, chaque mois, vous payez combien? 30 000 francs. Vous payez 30 000 francs. Alors, il y a des taux d'intérêt qui vont à partir de 10, 12, 15, 18, 21%. 18%, généralement dans les institutions de microfinance, vous pouvez les avoir. Alors, lorsque vous avez ce taux-là, ce n'est plus 300 000 francs que vous payez, mais vous payez combien? 300 000 francs plus les 18%. Alors, si on le met sur 10 mois, vous allez payer 330 000 francs avec un taux de 18% de grèce. 330 000 francs, ça veut dire que vous avez pris, je vais dire un mot fort, vous avez pris en otage 30 000 francs des 100 000 et vous donnez 3 000 francs chaque mois sur les 30 000 francs là. Donc, vous payez 33 000 francs chaque mois. Vous avez gagné 100 000 francs. Vous avez demandé à avoir 300 000 francs que vous voulez rembourser sur 10 mois. Mais vous payez maintenant 33 000 francs chaque mois sur 10 mois. Voilà un peu ce qui se passe en réalité. Mais souvent, quand on est dans un besoin où on est orienté pour prendre le crédit sur salaire, on ne fait pas trop les calculs là. On ne voit pas trop les contraintes. On se jette dedans. Alors maintenant, il y a des gens qui tombent dans certains pièges. Les gens arrivent à accumuler plusieurs crédits. Plusieurs crédits. Avec le même salaire de 100 000 francs, les gens peuvent, avec leur bulletin de paye, approcher 2-3 institutions financières et demander du crédit sur le même salaire parce que c'est facile d'accès. Souvent, c'est exigé que le virement sur salaire passe par l'institution. Il y a eu des institutions qui ont accordé crédit sur salaire. La personne a présenté garantie salaire pour payer. On n'a pas exigé de la personne de faire obligatoirement le virement sur le compte de l'institution pour qu'on puisse faire un prélèvement automatique. Le client arrive à expliquer, voilà, j'ai mon salaire, et c'est avec mon salaire, il monte le bulletin de paye, c'est avec ça je veux rembourser. Et comme l'institution et l'agent qui accorde le crédit voit que vous êtes solvable avec votre bulletin de paie, il vous l'accorde sans savoir que ce même bulletin a pris du crédit quelque part. Maintenant, le fait que vous pouvez renouveler ce crédit-là, c'est que nous nous comportons de cette manière-là où nous avons été conditionnés. On a été conditionnés à être une société de consommateurs à la base. Ce qui fait qu'entreprendre pour générer des revenus demande beaucoup plus d'efforts. Parce qu'à la base, l'éducation que nous avons reçue, on nous a fait asseoir sur les bancs pendant combien d'années là? Moins de 10 ans minimum, où tu dois absorber de la documentation produite par quelqu'un. Où tu n'es pas poussé à innover, à créer, à générer. Mais tu es plus enclin à consommer. Donc, comme nous sommes formatés pour consommer, c'est compliqué de prendre du crédit et d'investir dans une activité qui va générer des revenus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la spirale d'endettement qui commence innocemment comme ça à nous emballer. Donc le crédit pour une urgence devient un besoin mensuel. Et chaque lancement laisse moins d'argent disponible, un nouveau besoin d'emprunt. Et on se retrouve dans ce cercle-là où tout le temps on attend le salaire qui arrive. Mais avant que le salaire tombe, il y a déjà un trou
qui absorbe une bonne partie du salaire et on est obligé encore de faire encore crédit. Et dans beaucoup d'institutions, avant sur salaire, il y a en fait aussi un crédit sur salaire à taux zéro. Il y a une gamme de personnel qui se sont retrouvés piégés dans ça où forcément ils doivent faire avant sur salaire avant de boucler la fin du mois. Et beaucoup de directeurs de ressources humaines rencontrent des difficultés par rapport à ça. Mais comment ça arrive? C'est ça que j'ai expliqué. C'est une spirale d'endettement qui commence une fois que tu prends. Et il y a d'autres besoins. Tu prends un crédit externe pour assister à ça, tu crées un tout Nous pouvons parler de quelques témoignages d'enseignants de 34 ans, de techniciens de 41 ans, de Sophie qui est infirmière avec 9 ans. Sophie dit que le pire, c'est la honte et le stress constant. Je cache ma situation à ma famille. Chaque mois, je dois choisir entre manger correctement et rembourser mes crédits. C'est ça. Parce que j'ai fait des études sur le terrain, on a interviewé individuellement des gens, je peux dire sans me tromper qu'il y a des gens sur cette plateforme-là qui vivent cette réalité. Où on est obligé de choisir entre manger et rembourser le crédit. Rembourser le crédit, là, on te le prend à la source. Donc, ce qui te reste pour manger tout au long du mois, là, ce n'est plus beaucoup. Puisque tu as d'autres charges également auxquelles tu dois faire face. Tu as le déplacement, les retours simples même qui constituent une charge lourde. Il y a la communication, il y a plein d'autres dépenses que tu es obligé de faire. Donc, manger devient compliqué. Donc, on est obligé de revisiter ce qu'on dépense dans manger. L'autre, il a parlé en euros. Il dit que j'ai commencé par un crédit de 500 € pour réparer ma voiture. 3 ans plus tard, je rembourse encore chaque mois et j'ai emprunté plus de 8 000 € au total. Je ne vois plus la sortie. L'exemple là, c'est en euros, mais beaucoup de personnes utilisent le même exemple en CFA. Où on est d'accord que la voiture là, c'est le moins de déplacement qu'on a. Et la voiture rencontre une panne grave. Maintenant, tu fais avant sur salaire, ou tu prends un crédit carrément pour rembourser pour réparer cette voiture-là. Lorsque c'est une avance sur salaire, souvent les avances sur salaire, on exige qu'à la fin du mois, automatiquement, tu puisses rembourser ça. Et si c'est dans l'entreprise, avance sur salaire, on ne te prend pas du crédit, on ne te prend pas de l'intérêt. Supposons, je donne toujours l'exemple de 100 000 francs. Tu as 100 000 francs. Et tes besoins de base dépassent déjà 50%. C'est-à-dire plus de 50 000 francs vont dans tes besoins de base. Je veux parler de loyer, de nourriture, de déplacement, de communication, de santé. Tous tes besoins de base dépassent largement les 50 000 francs dans les 100 000. Nous avons dit que tu es à 70 000 besoins de base. Et tu gères le reste avec 30 000 francs. Maintenant, tu as une panne de véhicule et tu prends 50 000 francs pour faire quoi? Pour réparer l'engin et continuer. Si c'est avant sur salaire, à la fin du mois, automatiquement, il te reste 50 000 francs dans les 100 000 francs que tu dois prendre. Comme tes besoins de base sont de 70 000 francs, ça veut dire que tu es obligé de prendre du crédit à l'extérieur. Soit du salaire, soit contracter un prêt auprès d'un individu pour pouvoir finir le mois. Mais ce faisant, il y a un taux de 20 000 francs que tu as creusé comme ça. Donc le mois qui va finir, tu es obligé de rembourser à personne là. Soit tu payes directement les 20 000 francs, si c'est l'accord que vous avez eu, soit tu payes par tranche.
tu paies par tranche, soit 5 000 francs, ça fait 4 mois, soit 10 000 francs, ça te fait 2 mois. Mais s'il y a un trou là-bas que tu n'as pas encore comblé, qu'il faut forcément dépenser pour combler. Donc voilà un peu les risques. Lorsqu'on commence par faire ces crédits-là, voilà un peu les pièges. Mais c'est que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où on se retrouve obligé de faire crédit sur salaire ou bien avance sur salaire. C'est qu'on on est devant le fait accompli. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une voie alternative. La discipline financière. La discipline financière. Cette approche-là est différente. La discipline financière n'est pas une restriction, c'est important que je puisse clarifier ça, mais plutôt une libération. On va voir ça. Une libération parce que, comme je vous l'ai dit, le piège dans le crédit sur salaire ou bien dans les avances sur salaire, c'est qu'on crée un trou. Ça, c'est le piège. On ne le voit pas rapidement. Non, on se rend compte après qu'on est coincé, on ne sait pas comment s'en sortir. Il y a un trou. Avant même que le salaire tombe, là, il t'attend. Et quand le salaire arrive, ça sort une partie. Donc, le minimum que tu as besoin pour finir le mois là n'existe même plus. Il faut que tu prennes encore du crédit ou bien que tu fasses encore avance pour finir le mois. Et tu l'as fait le premier mois. Une fois que tu l'as enclenché, le deuxième mois, tu risques encore de faire avance sur salaire ou bien de prendre crédit sur salaire. Et le troisième mois, tu risques encore de faire, puisque tu as déjà creusé trop là. Souvent, on ne va pas mettre l'argent là dans des éléments productifs, c'est-à-dire l'argent que tu as pris chez les salariés en général, ils ne le mettent pas dans des activités génératives de revenus. Ils le mettent souvent dans la consommation. Ce qui fait que l'argent qui est sorti ne ramène pas de l'argent. L'argent là meurt complètement et ça crée un trou. C'est le piège. C'est le piège dont on parle. Et le trou là met beaucoup de temps pour être emblayé. Donc c'est le piège réel. Donc avoir une discipline financière te libère de ce cercle d'endettement permanent. C'est ça. Donc, elle consiste à prendre contrôle de son argent plutôt que de le subir. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut prendre contrôle de son argent pour éviter de subir? Cette voie demande de la patience et de l'engagement, mais elle offre une véritable autonomie financière et une tranquillité d'esprit durable. Tranquillité d'esprit parce que les gens se sont retrouvés dans des situations où il gagnait 100 000. Il a eu promotion, il a trouvé un emploi, on lui fait 300 000. Il est content. Mais quelques mois après, il se rend compte que la difficulté qu'il avait avec 100 000 francs là, la difficulté l'a rattrapé. Pourquoi? Parce que son comportement avec l'argent, il n'a pas changé. Quand il avait 100 000 francs, il faisait tout son possible pour vivre et dépenser les 100 000 francs en totalité. Et comme son habitude, son comportement, c'est de dépenser les 100 000 en totalité. Quand on lui a augmenté, c'est aussi à 300 000 francs, il respire. Il fait un ouf. Enfin. Les conditions se sont améliorées. Moi aussi, je vais quand même m'exprimer un peu mieux. Ce ouf-là, de s'exprimer encore mieux, c'est un comportement qui nous envoie à engager d'autres dépenses à la hauteur de 300 000. Donc, s'il allait à vélo, il va dire, je vais prendre une moto. Quand il prend une moto, la moto de service, c'est un enjeu de consommation d'argent, consommation de carburant, consommation de frais d'entretien, consommation de taxes éventuelles. Donc, quand il prend moto là, il n'a pas calculé à l'avance toutes les charges éventuelles. Il se rend compte que oui, avant, il faisait 2 000 francs aller-retour pour le déplacement. La moto avec 500 francs, j'arrive à faire aller-retour avec la moto. Maintenant, ce qu'il n'a pas vu,
c'est que la ligne de domicile, résidence, à service là, c'est ça qu'il a réduit. Maintenant, les faux déplacements dans le quartier, chez les amis, après boulot, là, comme il a moto là, il se permet de faire cette rocher là. Et le carburant, au lieu que ce soit 500, passe rapidement, sinon à 2000 francs. Donc, la moto, au lieu de réduire le manque de discipline, au lieu de réduire les dépenses, le manque de discipline accompagné à cette opportunité à faire que la moto a commencé par engendrer plus de dépenses. Et ça, c'est lié à notre comportement. Donc, la voie alternative dont nous parlons aujourd'hui, cette discipline financière-là, c'est que, il faut prendre conscience de sa situation actuelle. Les gens disent qu'on ne danse pas et puis on s'apprécie. Oui. Dans un premier temps, oui. Mais dans cette nouvelle ère où on est actuellement, il suffit seulement de voir une jeune fille danser devant TikTok. Vous allez voir, elle danse, elle enregistre. Quand ce n'est pas bon là, elle supprime et puis elle refait encore. Et quand c'est bon, on met ça en ligne. Ça veut dire que les gens peuvent aujourd'hui danser et puis s'apprécier avant de rendre ça public avec cette ère digitale-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Prendre conscience de sa situation actuelle. De pouvoir lire comment est-ce qu'on se comporte avec l'argent. Comment on peut lire ça? C'est quand tu notes systématiquement toutes les dépenses que tu peux te rendre compte de comment tu te comportes avec l'argent. Tu notes toutes les sorties d'argent, toutes les entrées d'argent. Tu le fais sur une période donnée. Un mois, 2 mois, 3 mois. T'assures, tu vas identifier des domaines où toi-même, ça va t'énerver que tu dépenses de l'argent. Tu vas faire l'effort de pouvoir réduire ces dépenses-là. C'est quand tu arrives à prendre conscience que tu peux prendre des décisions. Et ça, il faut passer à une deuxième étape. Il faut établir des objectifs réalistes. Quand tu as des objectifs, tu as une direction à suivre. Tu sais où tu vas. Donc s'il y a des à côté qui te sollicitent, tu dis non. Mais quand tu n'as pas d'objectif, ton argent va dans tous les sens. Dans tous les sens possibles. Quand tu as orienté ton argent, tu sais que tu veux réaliser ça, tu veux focaliser là-dessus. S'il y a des distractions, des dépenses facultatives qui rentrent en jeu là, comme tu es focalisé, tu vas canaliser ces dépenses. Quand tu n'es pas focalisé, tu n'as pas d'objectif clair, c'est facile de gaspiller de l'argent et après tu te demandes l'argent passé par où. L'autre chose, c'est qu'il faut passer à l'action. C'est bon de prendre conscience. C'est bon de planifier, d'écrire. Mais il faut passer à l'action. Et passer à l'action, je le dis, c'est un combat. C'est un combat personnel. C'est avec toi-même. C'est-à-dire avec ton nouveau toi et avec ton ancien toi. Ton ancien toi qui faisait des dépenses comme il veut. Dans ton nouveau toi, là, à planifier les dépenses, là, les sorties là. Et il y a conflit. Quelqu'un a dit un jour, l'esprit est favorable, mais le corps est affaibli. Voilà l'homme voilà. Donc, c'est ton ancien moi là, qui a ce comportement là, qui te fait souffrir. Et ton nouveau moi, qui a désigné sur papier. Donc, il faut que tu crées ce pont-là. Ce pont, c'est la discipline, le respect de ton engagement. Maintenant, il faut persévérer. Parce que c'est facile de commencer, mais c'est difficile de poursuivre. Maintenant, lorsque tu arrives à poursuivre jusqu'à un niveau donné, tu rentres dans cette loi-là, ou dans ce principe-là qui dit que l'habitude devient une seconde nature. L'habitude devient seconde nature. Pour développer cette habitude-là, il faut que tu fasses et que tu reprennes. Tu fasses. Tu recommences. Tu fermes. À un moment donné, ça devient une nouvelle habitude pour avoir un nouveau comportement. Pourquoi? Mais dans la persévérance, tu peux atteindre cet objectif-là. Donc, pour le faire,
il faut que tu construises un budget efficace. Nous avons parlé de la méthode de 50-30-20, 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs, puis 20% pour épargne obligatoire, suivi hebdomadaire des dépenses, journalier des dépenses. Il faut avoir les enveloppes budgétaires pour classer les dépenses afin quand l'argent arrive en même temps. Tu as tes enveloppes, tu mets l'argent dedans selon ce que tu veux réaliser, selon la règle des 50-30-20, et puis tu fais l'effort de respecter. Il faut créer son propre fonds d'urgence. Le propre fonds d'urgence permet de gérer quoi? Il permet de gérer les imprévus. Nous avions dit qu'il faut avoir une réserve de 3 mois de dépenses. Quoi? 3 mois de dépenses courantes obligatoires. Si par exemple, tes dépenses essentielles sont de 70 000, comme l'exemple qu'on a donné, 10 000 francs par mois, qui arrive à faire au moins 3 mois d'épargne de 70 000, c'est-à-dire 3 fois 70 fait 21. Donc, ça fait 210 000 francs que tu dois avoir en réserve que tu ne touches pas qui constitue un fonds d'urgence. Quelqu'un dit en cas de critical point. Mais avant, on disait en cas de critical point. Non, c'est critical point. Donc, il faut avoir un objectif et commencer petit pour avoir cette réserve-là. Dans une conférence ici, les gens disent que et dans cette situation du Togo-là, vaut mieux avoir jusqu'à 12 mois de réserve parce qu'on ne sait jamais. Donc, il faut séparer le compte sur lequel tu mets cet argent-là du compte où tu peux avoir accès facilement à ton épargne. Et puis, il faut automatiser le virement. Comme on parle de salariés ici, là, quand la fin du mois arrive, il faut que vous puissiez automatiser le pourcentage que vous devez prendre pour constituer ce fonds. Le conseil pratique que nous pouvons donner, c'est que il faut traiter votre épargne comme une facture obligatoire, pas comme un reste éventuel en fin du mois. Payez-vous d'abord. Autrement dit, l'épargne est la première des dépenses à faire pour pouvoir constituer également ce fonds d'urgence. Alors, plan d'action pour sortir de ce piège du crédit sur salaire ou des avances sur salaire. Il faut établir un état des lieux complet. Lister tous vos crédits, taux d'intérêt, mensualité des dettes et état des dettes là. Et puis, il faut que vous puissiez avoir une clarté sur les premiers pas vers la liberté. 2. Arrêtez immédiatement les nouveaux crédits. Quelqu'un va me dire ça ne suffit pas. Ce n'est qu'avec les avances que je peux. Les amis, lorsque vous commencez par observer votre comportement vis-à-vis de l'argent, vous devez agir sur ça pour sortir de ce stress permanent là, de ce cercle d'endettement, de surendettement dans lequel nous tombons inconsciemment. Donc, il faut briser le cycle en refusant de contracter de nouveaux prêts, même si c'est difficile au début. Je vais vous assurer que ce serait difficile. Il faut consulter un conseil financier gratuit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons cette consultation gratuite. Cette conférence-là, quand on le fait, on vous donne accès gratuitement. Mais il y a des consultations qui sont payantes. Les associations de consommateurs offrent également des conseils gratuits confidentiels pour restructurer ces dettes. Alors, créez votre budget et votre fonds d'urgence. Nous allons insister sur le fonds d'urgence ici parce que c'est les imprévus qui bouffent beaucoup d'argent et qui nous poussent à prendre des avances sur salaire dans beaucoup de cas. Donc, il faut constituer ce fonds d'urgence-là pour éviter de sortir, éviter de rester ou bien de rentrer dans ce cercle d'endettement permanent et épargner un minimum. Chacun décide le montant qu'il veut. J'ai mis 5 000 francs ici par mois pour briser la dépendance au crédit d'urgence. Chacun, vis-à-vis de ces réalités, est libre de décider quel montant. Nous avons demandé de traiter l'épargne comme une dépense obligatoire. Le chemin vers la liberté financière commence par une seule décision, celle de changer. Chaque petit pas compte et dans un an, vous serez reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur Kounale, vous avez la parole. Merci beaucoup, participants, et surtout ceux qui avaient émis leurs vœux.
leur attente par rapport à cette thématique. Voici ainsi présenté le contenu de la thématique les pièges du crédit sur salaire. Alors, place maintenant aux questions, aux zones d'ombre que vous n'avez pas bien cernées. C'est l'occasion donc de poser des questions là-dessus. Vos apports, vos suggestions également sont les bienvenus. Vous avez donc la parole. Allô? Qui voudrait poser une question? Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai des questions, je vais... Mais il serait bien qu'on reçoive des questions de votre part pour que le formateur nous éclaire davantage. La différence entre crédit sur salaire et avance sur salaire. Je pense que l'équivoque est levé cette fois-ci. Des questions, s'il vous plaît. Monsieur Lawson. Oui. Ah, j'aime votre compagnie. Avez-vous quelque chose à nous dire par rapport à la thématique? Oui, je voulais même lever la main quand tu as appelé mon nom. La télépathie a joué. Je voudrais demander au formateur comment on peut passer de l'étape de consommer le revenu à entreprendre pour le revenu. Parce qu'il disait tantôt que nous avons été formatés très tôt à consommer le revenu que d'entreprendre pour le revenu. Comment on peut sortir de ce carcan qui nous tourmente? Merci pour la question. Le formateur est là, il vous répondra incessamment. Allô? Oui, monsieur Michel, vous avez la parole. D'accord. Alors, une des choses importantes, c'est de reconnaître qu'on a été formaté comme ça. C'est-à-dire, si nous sommes pauvres, c'est ce que nous avons à l'intérieur là. C'est dans ce que nous avons, que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. C'est ça qui est notre réalité. Donc, s'il faut sortir de ça, il faut prendre conscience de son état et de reconnaître qu'on a des croyances limitantes, qu'on a un contenu pauvre en gagner de l'argent. Lorsqu'on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième étape? Il faut maintenant se reprogrammer, que nous avons été programmés à la consommation. Il faut se reprogrammer. Et comment se fait cette reprogrammation-là? Comment a été faite notre programmation? Notre programmation a été faite par rapport aux informations qu'on nous a inculquées volontairement ou involontairement. On nous a fait croire certaines choses. On nous a fait croire qu'on n'est pas capable. On nous a fait croire que nous ne pouvons pas gagner beaucoup d'argent. On nous a fait croire d'une manière ou d'une autre. On nous a fait croire certaines choses. Et nous avons évolué dans des environnements qui nous confirment que c'est vrai ce qu'on nous a dit. Donc il faut changer l'information à l'intérieur. Il faut changer cette croyance-là. Et où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations pour reprogrammer notre système? À travers les lectures, là on choisit ce qu'on veut lire maintenant.
à travers ces conférences-là que nous faisons, pour prendre conscience et veiller par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Parce que on peut bien connaître des choses, savoir que c'est comme ça que ça va se faire, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne va pas faire de changement. Mais passer à l'action, je vous dis que c'est un combat entre ton ancien moi et ton nouveau moi. Donc je résume, prendre conscience qu'on a des croyances limitantes et qu'on a des connaissances qui ne nous permettent pas et des comportements qui ne nous permettent pas d'effectivement sortir de ces cercles-là. Maintenant, il faut aller à la recherche de l'information, se faire former sur ce que nous voulons obtenir et puis passer à l'action. Ce n'est que comme ça qu'un salarié peut vraiment s'en sortir. Sinon, tous ceux qui étaient salariés, qui ont quitté le salariat pour entreprendre, ils savent que mentalité des salariés et mentalité d'entrepreneur, c'est deux mondes différents. Beaucoup ont échoué et ils sont retournés dans le salariat. Parce qu'il faut connaître quelque chose et avoir l'énergie nécessaire pour relever les défis. Je m'arrête là-bas. Est-ce que j'ai répondu? Oui, ça me va. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Michel, merci beaucoup. Il y a Madame Akos qui avait levé la main. Je pense que c'est pour une question. Madame Akos, vous êtes en ligne, vous avez la parole. Allô, Madame Akos Gama. Allô? Vous avez voulu poser une question. Oui, vous avez la parole. D'accord. J'aimerais demander par rapport à la formation d'aujourd'hui. On nous disait qu'on doit éviter de faire les prêts sur salaire, tout ça là. J'aimerais demander si je voulais entreprendre, vu les formations qu'on nous fait, mais je n'ai pas de fonds disponibles pour commencer quoi que ce soit. Donc, je dois laisser le projet d'abord et essayer d'économiser avant de me lancer, même si ça prend une année avant de rassembler le fonds. Bien, comment je dois m'y prendre dans ce cas? Merci. Je peux? Merci à vous aussi. C'est une question pertinente. Monsieur Michel. Merci beaucoup pour la question. Alors je reviens sur cet élément. Beaucoup de personnes salariées ont essayé d'entreprendre. Vous êtes interpellé sur cet aspect. Madame Akos voudrait savoir si on n'a pas les fonds et alors que Alors, vous me recevez? Allô, est-ce que vous me recevez? Oui. Oui, c'est bon. Allez-y, monsieur Michel. D'accord. Alors, lorsque le salarié exprime un besoin d'avoir de l'argent pour entreprendre, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Je viens de dire que entreprendre exige une connaissance, un comportement et une croyance. Il faut que tu crois que tu peux réussir. Il ne faut pas se dire juste je veux réussir. Non, il faut que tu crois que tu peux réussir. Parce qu'il y a des difficultés sur le chemin. Il y a des notions que tu dois maîtriser dans la gestion de l'argent et dans la gestion de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une idée pour entreprendre que automatiquement j'ai besoin d'argent pour acheter les produits et puis je commence l'entrepreneuriat. Non. Il faut que je me forme sur ce que je veux faire. Il faut que je prenne les dispositions nécessaires pour réduire le risque d'échec. Donc pendant le temps où j'ai eu
l'envie d'entreprendre. Et pendant le temps, entre le temps où j'ai eu envie d'entreprendre et le temps où je dois avoir accès à l'argent pour lancer l'entreprise, il faut que je me forme. Il faut que je me forme sur dans quoi je veux mettre l'argent. Quels sont les risques liés à ça? Comment je minimise les risques? Comment je fais la gestion de l'argent? Comment je fais la gestion de l'entreprise? Comment je fais la gestion du personnel avec qui je vais travailler? Puisque je suis déjà salarié et que mon temps est limité, donc j'ai besoin d'autres personnes pour pouvoir gérer l'institution. Comment je fais le contrôle derrière moi en mon absence? Comment je fais l'audit derrière moi en mon absence? Oh. Allô? Je vous ai perdu une minute. Vous me recevez? Oui. Donc premièrement, l'employé qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit prendre le temps de se former pour maîtriser dans quoi il veut s'investir d'abord. C'est la première étape. Maintenant, pendant qu'il se forme, il doit chercher quel est l'argent qui peut lui permettre de commencer l'entreprise. Parce que tout argent n'est pas bon pour commencer une entreprise. J'explique. Lorsque tu vas prendre crédit sur salaire et s'adresse à une institution de microfinance et que tu prends un crédit ordinaire chez eux, déjà à partir de 30 jours, tu dois commencer par rembourser. Mais quand c'est que tu es en train de commencer une activité, il n'y a aucune garantie qu'après 30 jours, tu vas avoir suffisamment de clients pour acheter ta marchandise, pour que tu puisses dégager un capital, dégager un bénéfice, couvrir les charges et puis payer le crédit. Donc, il faut également étudier quel argent te convient pour commencer ton activité là. Donc, si c'est un crédit sur salaire que tu veux prendre, c'est quel crédit tu dois prendre? Il y a différents types de crédits. Donc, il faut également te former là-dessus et savoir quel crédit prendre. Mais ce que nous conseillons, commencez petit. Commencez petit avec votre épargne. Donc, si tu sais que tu veux entreprendre, commence par faire de l'épargne pour entreprendre. C'est vrai que toute entreprise a besoin, en fonction de l'entreprise, du capital qui est varié. Mais quand tu commences avec ton épargne, ça te permet de faire l'expérience et de ne pas être sous pression de rembourser l'argent qui est avec toi. Et tu acquiers de l'expérience pendant un certain temps, tu maîtrises un peu l'activité avant de demander de l'argent extérieur pour booster maintenant l'activité. Et c'est que comme ça que tu peux réduire les risques. Est-ce que j'ai répondu? Oui, madame, l'intervention de M. Michel. Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Et je vais mettre les choses en pratique et voir ce que ça donne. Merci beaucoup à tous. Très bien. Merci à toi aussi. Allô? Alors, le temps qui nous a imparti aussi est déjà presque fini. Nous sommes à 13h33 minutes. Dans le développement de M. Michel, il a parlé de la nécessité de se faire former. Et c'est pour cela que le cabinet Odéolé ne cesse de nous regrouper les mardis de 12h30 à 13h30 pour nous donner des informations. Ici, nous recevons juste des informations. Mais lorsque nous allons nous approcher plus du cabinet Odéolé, nous aurons davantage ou en profondeur des connaissances autour des différentes thématiques qui font objet de ces conférences. Et nous prions donc les uns et les autres qui sont intéressés à sortir du cercle vicieux
de la spirale d'endettement, de surendettement même, et de bien vouloir aborder le cabinet au déroulé. Je vais laisser le soeur, M. Michel, il reviendra pour un mot de la fin, pour donner les contacts qu'on peut joindre pour pouvoir avoir davantage de telles formations avec le cabinet au déroulé. Alors, nous sommes une équipe, nous formons une famille et je ne sais pas, Monsieur Léopold est en ligne. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire avant que je ne passe la parole à Monsieur Michel pour les mots de la fin. Allô? Monsieur Léopold ne nous suit pas. Alors, Monsieur Selom et Madame Delali, si vous avez un mot à placer pour qu'on puisse clore la séance d'aujourd'hui. Monsieur Kossi. Ok, merci à tout un chacun. Merci pour tous ceux qui ont suivi la conférence de ce midi. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire, à donner à l'endroit de tous ceux qui ont suivi la formation, la conférence de ce midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'application. Faisons l'effort d'appliquer tout ce que nous avons dit et nous verrons que nous serons financièrement indépendants et nous n'aurons plus de soucis par rapport à la gestion de l'argent. Sur ces mots, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Par anticipation, merci beaucoup. Alors, le numéro WhatsApp du cabinet Odéolé est affiché et je pense que c'est le 97 23 28 02. 97 23 28 02. Contactez ce numéro, vous êtes auprès donc du cabinet Odéolé. Alors, un dernier mot, si vous en avez. Au cas contraire, nous laissons la parole à M. Michel. Non, c'est juste pour dire félicitations à tout un chacun pour l'écoute durant une année de formation que notre cabinet a mise à la disposition de tous. Une année de formation, c'est quand nous sommes à la 51e conférence aujourd'hui et le mardi prochain sera le 52e et je pense que nous avons été bien nourris. Les erreurs que nous commettons avant, et les uns et les autres ont acquis beaucoup de choses et je pense que ça va beaucoup dans notre avantage. Alors, nous sommes toujours là et avec des formations et autres. N'oublions pas de partager les liens, d'inviter d'autres personnes également à suivre ce que nous faisons aujourd'hui. Et dès que les conférences en présentiel et autres aussi seront lancées, que nous sortons massivement pour pouvoir les suivre. Et comme c'est l'homme l'a dit, joyeux Noël à tout un chacun et passons à l'action. Merci. Merci beaucoup. Au risque de vous prendre trop le temps, je laisse la parole donc à M. Michel pour son mot de la fin. Merci beaucoup. Que je voudrais dire pour conclure, c'est que le crédit n'est pas le problème. C'est important de savoir ça. Le crédit n'est pas le problème. Plutôt, l'usage du crédit sans discipline financière est le vrai danger. L'usage du crédit sans discipline financière est le vrai danger.
Le crédit n'est pas le problème, plutôt l'usage du crédit sans discipline financière est le vrai danger. Donc, faisons l'effort de nous discipliner sur le plan financier. Le cabinet Woodéroul est à votre disposition pour vous accompagner. Joyeux Noël et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout et chacun d'entre nous, vous qui avez tenu être là et jusqu'à la fin aujourd'hui. Et le mardi prochain, nous avons encore une autre séance. Je pense que c'est la dernière dans l'année 2025. Et nous prions tout et chacun, comme mes prédécesseurs l'ont dit, d'envoyer les liens à d'autres personnes également afin que nous soyons encore beaucoup plus nombreux. Merci beaucoup, portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve. Bye bye. Joyeux Noël à vous tous.